circulaire, donc on est très peu en salle. Mais c'est pas grave, on va faire cette présentation. Je vous remercie d'être venu. Je suis Mathieu Ducrot, je travaille au Sénégal, je suis staff du secrétariat de l'UICN et je coordonne le programme marin et côtier pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Mon collègue s'appelle Jean-Jacques Boussard. Il est écologue, écologiste, et il est aussi anthropologue et spécialiste de l'évaluation et également de la réduction des risques de catastrophes naturelles. Il est géographe et il est le responsable de l'essentiel du travail technique qui a été réalisé dans le cadre des travaux que nous allons vous présenter. Et puis Taïe Bouba, qui est assis à côté de sa collègue Marianne Diallo, du Centre de suivi écologique de Dakar, qui pourrait être aussi bien assis au podium, c'est comme tu préfères, qui vient du Centre de suivi écologique de Dakar, et donc il aura à prendre également la parole à la fin de cette présentation. Donc on voulait discuter aujourd'hui de la nécessité d'aller vers des démarches d'aménagement du territoire sur la base d'une anticipation de l'évolution des zones côtières, de façon à entretenir les potentiels de développement qui sont portés par les zones côtières partout dans le monde et réduire les risques de catastrophes naturelles, sachant que les zones côtières sont des zones de concentration d'enjeux et de population et qui sont en même temps des zones qui sont particulièrement fragiles, sensibles et exposées aux effets du changement climatique et aux risques de catastrophes naturelles. Les années qui viennent de s'écouler depuis 2015 sont des exemples, on recèle plusieurs exemples de ce que les tsunamis ou de ce que les aléas peuvent apporter comme catastrophe le long des côtes. Alors, cette présentation, on pourra parler de façon élargie ensuite de situations ailleurs dans le monde, mais on va surtout se concentrer pendant une période de 40 minutes. Excusez avant que cette présentation va être un peu longue. On va se concentrer sur les résultats d'un travail qui a été conduit entre 2009 et 2011 en Afrique de l'Ouest. C'est un travail qui a été commandité par l'UEMOA. L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce sont eux les gestionnaires du franc CFA, de la monnaie partagée par les pays membres pour l'Afrique de l'Ouest. Et cette union a une commission avec un programme communautaire. Et les ministres de l'Environnement ont décidé de développer un programme de lutte contre l'érosion côtière dès les années 90, suite aux observations, aux constats des effets de l'érosion côtière dans différentes capitales et dans différentes régions des pays d'Afrique de l'Ouest. On a eu une accélération des phénomènes d'érosion qui se sont traduits par des destructions d'infrastructures, par des déplacements de population. Et donc les pays ont demandé à l'UEMOA de les aider à disposer d'éléments de réflexion, d'éléments d'aide à la décision. L'UEMOA a décidé ensuite de mettre en place un schéma directeur d'aménagement du littoral d'Afrique de l'Ouest. Alors, l'UICN a été choisi par l'UEMOA pour réaliser la première partie du travail qui est porté par ce programme régional de lutte contre l'érosion côtière, qui est un diagnostic de situation, une cartographie. On nous a demandé de cartographier le trait de côte et son évolution, et puis une proposition de schéma directeur d'aménagement. Alors, en discutant avec l'UEMOA, nous avons décidé d'élargir le champ géographique de l'étude et d'intégrer les pays qui étaient non membres, de façon à avoir tout le trait de côte de la Mauritanie jusqu'au Bénin pris en compte par ce travail. Donc 10 000 km de côte et 11 pays qui sont concernés. Ce travail a nécessité, bien entendu, une méthodologie particulière, parce qu'il faut pouvoir travailler de l'échelle locale jusqu'à l'échelle régionale et produire des outils d'aide à la décision et des éléments qui pourront être intégrés dans les outils de gouvernance
aussi bien à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale et locale. Et ça, ce sont des éléments que Jean-Jacques va détailler par la suite. Donc je vais donner la parole à Jean-Jacques qui va présenter les résultats de l'étude. Nous avons quelques extraits de la cartographie qui sont ici. Comme on n'est pas nombreux, on pourra se lever tout à l'heure, faire une visite guidée de la carte. Ce sera peut-être un peu plus interactif que d'avoir une simple présentation. Et puis on espère qu'on pourra profiter de votre expérience après la présentation pour parler de situations analogues dans d'autres régions du monde et de voir comment est-ce que ce travail pourrait être transféré dans d'autres régions. Je voudrais annoncer aussi que le programme Global Coast qui est développé par l'ICN va être présenté au cours de ce forum, il va être lancé. C'est un programme qui va mettre en relation les différentes régions et qui va chercher à faciliter l'échange d'expériences de façon à ce que les problématiques côtières deviennent vraiment un focus, un axe de travail important pour la grande communauté de l'ICN, membres, commission, projet porté par le secrétariat, parce que bien sûr les côtes du monde sont des zones géographiques qui portent des enjeux très importants. Voilà, je vous remercie, je vous retrouve tout à l'heure, je vais laisser Jean-Jacques présenter. Merci beaucoup Mathieu, donc mon nom c'est Jean-Jacques Boussard. Mathieu m'a brièvement présenté et j'ai eu l'honneur et la chance de coordonner l'ensemble de ce travail sur les plans techniques et scientifiques. Donc c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, l'érosion côtière et le recul des littoraux ont débouché, disons, ont été à l'origine de constats très préoccupants qui ont conduit l'Union économique et monétaire ouest-africaine à envisager de prendre des mesures sérieuses parce que les impacts présents, actuels et les impacts futurs sur les économies des pays ouest-africains qui ont toute leur capitale sur le littoral sont des impacts qui peuvent être considérés comme majeurs. Donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine a mis en place un programme régional de lutte contre l'érosion côtière qui comprenait 4 composantes, une composante de recherche-développement, une composante de schéma directeur régional, des études de faisabilité pour des projets d'aménagement et des infrastructures, le financement d'infrastructures de protection côtière. Alors nous, l'UICN, s'est vu confier la mise en œuvre de la seconde composante du schéma directeur régional. Donc peut-être quelques éléments globaux qui permettent un peu de caractériser cette étude. Donc un financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une exécution conduite par l'UICN et ses partenaires. Elle a concerné 11 pays de la Mauritanie au Bénin, soit environ 10 700, pratiquement 11 000 km de longueur de côte. Et on a réussi à mobiliser les compétences de environ 135 experts, entre experts nationaux, experts régionaux, experts internationaux, institutions de recherche et autres. Elle a été conduite entre 2009 et 2011, et puis on a fait particulièrement attention à ce que tous ces résultats et toute la progression de l'étude soient vraiment appropriés par les États au travers d'une succession d'étapes de validation régionale qui ont été conduites par 2 comités, un comité scientifique d'un côté et un comité d'orientation, qui réunissait évidemment des personnes qui étaient en charge de ces questions-là au niveau politique pour le comité d'orientation et des instituts universitaires de recherche des pays concernés au niveau scientifique. Alors, on s'est également rapproché, on s'est connecté, disons, à d'autres réseaux, comme notamment le réseau Ancorim, c'est le réseau des régions de l'arc atlantique européen, donc réseau européen des régions de l'arc atlantique pour la prévention des risques côtiers, et donc on a eu l'occasion d'échanger également avec d'autres instituts de recherche des pays du Nord. Alors évidemment, l'ambition de cette étude posait différentes questions dans le méthodologique qui n'étaient pas simples à résoudre. Au départ, on parlait de la commande même de l'UEMOA n'était pas très claire au départ, puisqu'on parlait de suivi du trait de côte, un dispositif de suivi du trait de côte, mais en même temps on parlait de schéma directeur. Et si on parle de schéma directeur, il faut respecter bien entendu la subsidiarité des États. Les États sont souverains, et donc ce schéma directeur régional ne pouvait pas être opposable, constituer, disons, un outil, disons, de droit.
Donc là, il y a eu toute une réflexion de comment faire un travail et déboucher sur un document qui, à la fois, présente des orientations régionales, mais évidemment respecte la subsidiarité des États et donc ne constitue pas un document opposable. On a eu des contraintes de moyens et de délais. L'étude était prévue pour être conduite sur 18 mois. Finalement, ça a duré 2 ans. C'est une belle performance quelque part, parce que c'est pas simple de travailler sur 11 pays simultanément. Et puis ça impliquait aussi, il n'était pas question de faire de nouvelles prises de données. Il n'était pas question d'aller faire des programmations de satellites et autres. On n'avait pas les moyens pour ça. Il fallait donc essayer d'aller fouiller et valoriser tout ce qui existait, notamment à partir des sources de données publiques, notamment en matière de télédétection. Donc évidemment, ça veut dire que les sources de données étaient hétérogènes sur les dates. On avait des données très anciennes, des images aériennes, des données plus récentes, etc. Étaient hétérogènes dans les échelles, étaient hétérogènes dans la qualité, et globalement, l'ensemble était finalement incomplet. Il y avait aussi la question d'échelle, dont on pourrait parler, mais on en reparlera. Dès le départ, on nous avait parlé d'érosion côtière. Mais nous, on a essayé de réfléchir de façon un peu plus large et de parler de risque côtier. Et on définit le risque comme étant la combinaison des aléas, le changement climatique, montée du niveau de la mer, surcote de tempête, sécheresse, inondation, des enjeux humains notamment, la sensibilité des côtes, l'exposition, l'inérabilité, ces enjeux étant déterminés aussi par des questions de gouvernance, par la démographie, par l'occupation des sols, par la pauvreté, et au croisement de ces deux composantes, on détermine le risque. Le second challenge au niveau méthodologique, c'était de travailler au niveau de l'espace à différentes échelles. Depuis une échelle globale, parce que les grands changements, comme le changement climatique, s'opèrent de façon globale, être capable de raisonner à une échelle régionale, être capable d'avoir des décisions opératives ou opérationnelles aux échelles nationales, et puis également s'intéresser aux échelles locales, parce qu'il y a des situations qui étaient bien documentées localement. Et puis au niveau temporel, on a essayé de travailler de façon prospective, en imaginant ce qui pourrait se passer et en travaillant sur des simulations et des scénarios sur ce qui pourrait se passer en 2020 et en 2050. On avait 2 horizons de prospective. Enfin, la viabilité de ces résultats et l'utilité des résultats, ça c'était également déterminé par notre capacité à, disons, convoquer, mettre en réseau et sensibiliser le plus d'intervenants possible. Et donc on a veillé au caractère communicant des résultats au travers d'une cartographie en 9 feuilles, dont vous voyez ici, on en reparlera, une feuille et ici une autre. Et puis également au travers de documents de synthèse, je ne sais pas ce qu'on a là, on peut montrer rapidement des documents de synthèse comme ça, et d'ateliers nationaux. Il faut savoir que l'ensemble des rapports d'études comme ça, c'est 15 kilos de papier, donc c'est pas facilement communicable, et donc l'utilité de ce travail de synthèse. Alors, la structure de l'étude, on a eu des diagnostics conduits dans les États, les diagnostics nationaux. On a eu ensuite ces diagnostics ont été intégrés au travers d'un diagnostic régional, également exprimé par la cartographie, basée sur des sources de données publiques, plus des études de cas sur 15 sites sur lesquels il existait des données historiques de recul du trait de côte et d'érosion, ce qui permettait donc un peu de mettre en évidence les phénomènes qui sont en train de se produire et de quelle façon ils se produisent. Et puis également, on arrive, comme il y a eu un gros effort de recherche documentaire, à une base de documentaire qui contient plus de 3000 références. Alors voilà un extrait de la carte d'analyse géodynamique. On a eu 3 jeux de cartographie. L'analyse de la sensibilité des côtes, l'analyse géodynamique, l'analyse des enjeux humains, et puis ensuite, en croisant les deux, on arrive à la cartographie d'expression du schéma directeur. Donc ici, l'analyse géodynamique, principalement, on a travaillé sur l'analyse de la sensibilité de l'arrière-pays, mais ensuite de la nature même, typologie du trait de côte en fonction des types de formations littorales. Sur les enjeux et l'occupation humaine, on a travaillé pour mettre à jour l'ensemble des infrastructures de transport. Vous savez qu'il n'existe pas de cartographie en Afrique de l'Ouest actualisée des infrastructures de transport.
Et puis ensuite, on a travaillé sur des images à haute résolution pour caractériser l'occupation humaine de la côte. Donc on a travaillé ensuite pour caractériser les formes d'occupation humaine de la côte dans une bande de 1 km sur l'ensemble des côtes. Ensuite, on a évidemment recartographié les aires protégées, les réserves, les ports, les sites de débarquement. Et pour les zones urbaines, on a travaillé avec l'Université Paris 13 à partir d'une méthodologie qui a été développée pour un projet qui s'appelle Africapolis, qui s'appelle, le terme est complexe, la morphologie mathématique appliquée à la télédétection, c'est-à-dire en fait, on détermine les formes, on caractérise les tissus urbains à partir d'algorithmes de reconnaissance de formes, de façon automatisée. Donc ça permet de visualiser un petit peu, et on le verra ensuite sur les cartes, comment les villes évoluent. On voit ici différentes catégories de tissus urbains, on va dire en rouge foncé la ville historique de Monrovia, en rouge plus clair des tissus urbains déjà un peu plus récents, qui datent, disons, des années 70, et puis ensuite en rose clair et rose plus clair, toutes les zones d'extension urbaine beaucoup plus récentes. Ça permet un peu de voir dans quelle direction ces métropoles sont en train de se développer et d'essayer justement par rapport à la prospective de mettre en évidence les risques et les enjeux. Alors donc cette cartographie régionale elle est basée sur une carte de sensibilité, enfin un jeu de cartes sur les enjeux pour aboutir à la carte d'expression du schéma directeur, sachant que toute l'analyse a été réalisée à l'échelle du 250 millième, qui convenait à la fois à la dimension des, disons, 10 000 km de côte qu'on devait affronter, mais aussi à la résolution des produits satellitaires qu'on avait au départ. Et par contre, on a restitué la cartographie au 500 millième, parce que ça fait déjà pratiquement 9 mètres, une douzaine de mètres si on met ça sur un mur, donc c'était pas la peine d'aller faire